Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la reproduction, la procréation, et aujourd'hui on va travailler un schéma fonctionnel qui permet de comprendre la régulation hormonale des cycles ovariens et utérins chez la femme. L'objectif c'est de comprendre ce qui se passe à partir de la puberté et qui permet la production d'hormones pour contrôler l'ovaire d'une part, qui va produire les ovules, et l'utérus d'autre part, dont le rôle sera d'accueillir l'embryon, qui est issu de la fécondation entre l'ovule et le spermatozoïde. On retrouve différentes boîtes, comme je l'ai fait pour la régulation hormonale chez l'homme, une boîte rouge, verte et jaune. Vous avez vu tout à l'heure que la boîte rouge, c'est le cerveau. Et dans le cerveau, on l'a dit tout à l'heure, il y a deux éléments extrêmement importants, l'hypothalamus et l'hypophyse, qui forment un complexe qu'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. C'est ce complexe qui va déclencher la production d'hormones pour permettre la procréation et la production d'hormones féminines. Alors, l'hypothalamus, on l'a vu dans la vidéo précédente, va produire la GnRH. Cette hormone GnRH est capable d'activer l'hypophyse, et l'hypophyse, en retour, va agir sur l'ovaire. Et finalement, ça va être exactement comme chez l'homme, puisque l'hypophyse va produire deux hormones, la FSH et la LH. Cette FSH, en fait, elle va d'abord activer le follicule. En fait, FSH, ça veut dire Folliculo-Stimulating Hormone, c'est-à-dire que c'est l'hormone folliculo-stimulante, l'hormone qui stimule le follicule. En fait, FSH, c'est vraiment un nom qui est adapté au fonctionnement chez la femme, puisque ça stimule le follicule. Alors, qu'est-ce qu'un follicule? Dans l'ovaire, il y a des massifs de cellules qui permettent la production d'ovules, et on parle de follicule. Ce follicule grossit, il passe de follicule primaire à secondaire, puis tertiaire, et quand il est mûr, il va pouvoir se rompre et libérer l'ovule. Donc pendant toute la première partie du cycle, de jour 1 à jour 14, en moyenne, c'est pas forcément quelque chose de très parfait au niveau timing, c'est pas une pendule, la femme. Donc on a dans cette première partie du cycle la phase folliculaire. Donc on va permettre la maturation du follicule grâce à l'hormone FSH. Dans la deuxième partie du cycle, on aura surtout l'hormone LH qui sera produite. LH, ça veut dire lutéinique hormone. Luteus en latin, ça veut dire jaune. Et vous comprenez qu'en fait, c'est associé à un autre élément qui est présent dans l'ovaire, c'est le corps jaune. Qu'est-ce que ce corps jaune? Eh bien, le corps jaune, il est formé quand le follicule s'est rompu et qu'il a libéré l'ovule. Eh bien, ce qu'il reste, c'est ce qu'on va appeler le corps jaune. Donc la FSH active la maturation des follicules, la LH permet le développement et le maintien du corps jaune. Alors cette phase qui correspond à la phase du corps jaune, elle est plutôt présente sur la deuxième partie du cycle, c'est-à-dire du jour 14 au jour 28. Et on a coupé en deux, de jour 1 à jour 14, 14, 28, parce que au 14e jour, il y a un événement qui est fondamental dans le cycle ovarien, c'est l'ovulation. Et elle est permise, cette ovulation, par un pic de LH et de FSH. Donc à ce moment-là, c'est le pic de LH et FSH qui va faire rompre le follicule et qui va permettre l'émission de l'ovule. C'est ce qu'on appelle l'ovulation. Donc on est d'accord, le complexe hypothalamo-hypophysaire est capable d'agir sur l'ovaire pour permettre la maturation des follicules, puis l'ovulation, puis le maintien du corps jaune. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va expliquer ce que produit le follicule, mais aussi le corps jaune. Il s'agit dans ce cas d'hormones ovariennes. Ces hormones ovariennes, elles sont de deux types, les œstrogènes et la progestérone. Alors, dans la première partie du cycle, la croissance du follicule est associée à la production de plus en plus importante d'œstrogènes. En fait, le follicule va produire les œstrogènes. Donc plus il grossit, plus il y a d'œstrogènes. L'intérêt de ça, c'est que les œstrogènes agissent sur l'utérus pour activer l'épaississement de l'endomètre. L'endomètre, c'est la partie interne de l'utérus, c'est ce qu'on appelle aussi la muqueuse utérine, et c'est elle qui va être en capacité d'accueillir l'embryon
pour que la grossesse puisse démarrer. Donc on est d'accord, les œstrogènes vont favoriser l'endomètre pour qu'il s'épaississe, pour qu'il soit beaucoup plus vascularisé, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup plus de vaisseaux sanguins, et que ce tissu devienne de plus en plus performant pour nourrir le futur embryon. Alors ça, c'est dans la première partie du cycle. On aura donc épaississement et vascularisation de l'endomètre avec ces œstrogènes. Dans la deuxième partie du cycle, on va avoir le corps jaune, et celui-ci est capable de produire des œstrogènes, mais en prime, il va produire une autre hormone qu'on appelle la progestérone. Comme son nom l'indique, progeste quelque chose, ça veut dire être pour la gestation. C'est-à-dire que la progestérone, c'est l'hormone qui va favoriser la gestation, qui va favoriser la grossesse. Alors comment elle va favoriser la grossesse? Eh bien vous le voyez, j'ai plutôt mis un moins. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on va agir sur le myomètre. C'est la partie de l'utérus qui correspond au muscle, qui est capable de se contracter. Et donc la progestérone va au contraire calmer le myomètre pour l'empêcher de se contracter et pour favoriser l'implantation de l'embryon. Si l'embryon arrive au niveau de l'utérus et que le myomètre se contracte, ça va faire des mouvements qui vont empêcher l'embryon de se fixer et de réaliser ce qu'on appelle la nidation, c'est-à-dire l'implantation de l'embryon. Alors en parallèle, je ne l'ai pas mis, mais il faut imaginer quand même que comme il y a toujours des œstrogènes, on va toujours activer l'épaississement et la vascularisation de l'endomètre. Donc ça, c'est finalement ce qui va se passer sur l'endomètre et le myomètre, mais on est bien d'accord, l'ovulation qui aura permis de former un ovule va aboutir à quelque chose qui est excessivement important, c'est que avec la fusion avec le spermatozoïde, on va produire un embryon. Et cet embryon va pouvoir s'implanter, on parle de nidation, dans l'endomètre, parce que cet endomètre est apte à accueillir l'embryon. Et d'autre part, on est d'accord, dans la deuxième partie du cycle, qui sera donc celle où l'embryon sera formé, on aura un myomètre qui sera beaucoup moins contracté et qui aura plus de capacité à accueillir cet embryon. Alors ça, du coup, ça nous permet de comprendre que dans la première partie du cycle, on développe l'endomètre, épaississement, vascularisation. Dans la deuxième partie du cycle, on va au contraire calmer le myomètre pour favoriser la gestation. Alors qu'est-ce qui nous reste? Comme pour l'homme, on sait que l'accumulation d'hormones, et en particulier sexuelles, n'est pas judicieux, voire même dangereux pour la santé. Et il y a donc des mécanismes de régulation qui permettent de stabiliser la production d'hormones au cours du temps. Comme pour la testostérone, il y a ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire que quand les hormones sont présentes, elles vont être capables de rétroagir sur le complexe hypothalamo-hypophysaire pour moduler la production des hormones GnRH, FSH et LH. C'est-à-dire que si les œstrogènes s'accumulent, eh bien on va empêcher la production de GnRH, puis donc en cascade de FSH et LH, et donc les œstrogènes vont être moins présentes. S'il y en avait beaucoup, on va tendre à leur diminution. Mais on l'a dit tout à l'heure, ce rétrocontrôle négatif, il marche dans les deux sens, c'est-à-dire que s'il n'y a pas assez d'œstrogènes, alors le rétrocontrôle négatif va activer la production de GnRH, puis FSH-LH, et donc on va réaugmenter la production d'œstrogènes. Ceci est vrai pour les œstrogènes, mais ceci est vrai également pour la progestérone. Il y a deux contrôles rétronégatifs pour chaque hormone. On l'a dit, si toutes ces hormones agissent particulièrement sur ces organes-là, c'est parce que ce sont des organes cibles, et ces organes cibles sont équipés de récepteurs spécifiques à ces hormones. C'est pour ça que eux sont sensibles et que d'autres organes ne le seront pas, parce qu'ils n'ont pas ces récepteurs. Alors chez la femme, il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a, vous le voyez à l'ovulation, un pic de LH et FSH. Et ce pic, il est associé à quelque chose qui est assez caractéristique, c'est l'existence d'un rétrocontrôle positif. Alors ça, c'est assez curieux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le rétrocontrôle positif, il va accentuer encore plus la production d'hormones. C'est-à-dire que les œstrogènes s'accumulent, c'est pas grave, on continue à en accumuler, on continue à accumuler FSH et LH, et du coup, on va former ce pic. Alors chez la femme, c'est
extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est ce rétrocontrôle positif qui permet d'élaborer ce pic de LH et FSH qui va permettre l'ovulation. Alors justement, on le verra par la suite, la pilule a pour objectif d'amener beaucoup d'œstrogène pour que le rétrocontrôle négatif soit prédominant. Le problème, c'est qu'oublier sa pilule, ça va libérer le système et rajouter des hormones par la suite, et bien finalement, ça va engager plutôt un rétrocontrôle positif, et donc ça a même plus de risques de faire ovuler la femme que d'empêcher l'ovulation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête, c'est qu'il y a des rétrocontrôles, la plupart du temps négatifs, et puis pour ce cas très particulier, un rétrocontrôle positif qui va en fait accentuer la production d'hormones pour permettre l'ovulation. Grâce à ce schéma, on aura bien compris que la production d'hormones, encore une fois, elle est dépendante du complexe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire finalement du cerveau, que cette production, elle va se mettre en place au moment de la puberté, et qu'elle va permettre, d'une part, un cycle ovarien, qui va permettre d'abord maturation du follicule, puis ovulation, puis développement du corps jaune, phase folliculaire, ovulation au jour 14 et phase lutéale ou lutéinique pour le corps jaune. Et en parallèle, on aura également un cycle utérin qui correspond dans la phase folliculaire à l'épaississement de l'endomètre, puis au moment de l'ovulation à la production d'embryons et la nidation, et durant toute la phase lutéale ou lutéinique, le myomètre qui est calmé pour éviter d'évacuer l'embryon et d'empêcher la grossesse. J'espère que vous avez tout compris sur cette régulation hormonale. N'hésitez pas à revoir cette vidéo et surtout à refaire ce schéma par vous-même. Ce n'est que le fait de le refaire qui va vous permettre de le comprendre. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur ma chaîne YouTube.